artefact d'affichage, dit ma reine. Elle le dit vite. Elle avait besoin que ce soit vrai. Une erreur de rendu dans l'affichage de l'horodatage. Je l'ai comparé à l'horloge du bâtiment, dit Elias. 3 fois, avec des méthodes différentes. La structure au centre de l'écran pulsa. Ce fut une lente intensification unique, profonde et régulière, depuis l'intérieur de l'image vers l'extérieur. Comme quelque chose devenant plus présent, comme quelque chose qui inspirait. Elias dit d'une voix qui n'était presque plus audible. Ça c'est qu'on le regarde. La NASA n'avait pas l'intention de simuler la fin de l'univers. Elle essayait de la prédire. Mais le modèle atteignit l'image finale, le dernier instant calculable de l'existence. Le froid et le silence obscur où plus aucune étoile ne brûle et où plus aucun atome ne bouge. Et puis il continua. Personne ne tapa de commande. Personne ne lui en donna l'autorisation. Il continua, tout simplement. Le docteur Mike Weeks avait passé 11 ans à construire la simulation. C'était un cosmologiste computationnel au Goddard Space Flight Center de la NASA, à Greenbelt, dans le Maryland. Et si vous demandiez à quelqu'un de son équipe de le décrire, il réfléchirait sans doute un moment avant de répondre. Non pas parce qu'il n'y avait rien à dire, mais parce que la réponse exacte était un peu difficile à formuler poliment. C'était le genre d'homme qui oubliait de manger, mais n'oubliait jamais un chiffre. Il avait l'habitude de s'immobiliser complètement quand il réfléchissait, sans tripoter quoi que ce soit, sans regarder autour de lui. Il s'arrêtait simplement, comme une horloge qu'on aurait mise sur pause. Ses yeux, quand il était plongé dans un problème, avaient une qualité que sa collègue, Maren Osakad, avait un jour décrite comme le regard de quelqu'un lisant un livre que personne d'autre ne pouvait voir. Il gardait tout le temps sous le bras un carnet de papier usé. Il avait été récupéré dans les bureaux, tordu et égorgé d'eau, après une inondation en 2019. Et sa couverture était désormais souple et sombre, à force d'avoir été manipulée pendant des années. Chaque page était remplie de son écriture, d'équations, de schémas et de longues notes marginales qui montaient et redescendaient le long des bords de la page quand il n'avait plus assez de place à l'horizontale. Maren lui avait demandé un jour pourquoi il refusait de conserver son travail dans le système, comme tout le monde. Il l'avait regardé un instant et avait répondu que certaines choses ne devraient pas se trouver à l'intérieur d'une machine. Elle avait ri, pas lui. La simulation s'appelait Lazarus. Le nom signifiait limite astrophysique en zone avancée, résidu de l'univers simulé. Un nom que Mike avait passé un temps sincèrement embarrassant à choisir. Le concept derrière tout cela était, comme c'est souvent le cas des idées les plus complexes, d'une simplicité trompeuse. Les physiciens savent depuis longtemps que l'univers est en train de mourir. Pas vite, pas de manière dramatique, mais avec la patience lente et indifférente de la thermodynamique. Les étoiles s'éteignent. Les galaxies dérivent de plus en plus loin les unes des autres, tandis que l'énergie noire pousse l'espace lui-même à s'étendre toujours plus rapidement. Les trous noirs, qui finiront par être les seules structures complexes encore existantes, s'évaporent lentement par un processus appelé rayonnement de Hawking, perdant leur masse dans le vide sous forme de particules si ténues que le mot ténu paraît presque généreux. Sur une durée si inconcevablement vaste que les nombres cessent de vouloir dire quoi que ce soit pour la compréhension humaine. Le dernier trou noir finira son évaporation et l'univers atteindra ce que les physiciens appellent la mort thermique, l'entropie maximale. Plus d'énergie utilisable nulle part, plus de gradient, plus de différence de température, plus de réactions chimiques, plus de réactions nucléaires,
plus de mouvements significatifs. Seulement un froid infini, un vide parfaitement uniforme qui s'étend à jamais à travers une obscurité que la lumière ne viendra plus jamais rompre. Parce qu'il ne restera plus rien pour produire de la lumière et plus rien pour la voir. Chaque atome ayant jamais existé, chaque étoile ayant jamais brûlé, chaque planète ayant jamais tourné dans l'obscurité, disparut. Pas détruit dans quelque incendie cosmique grandiose, juste disparu. Voilà la fin. Nombreux physiciens s'accordent là-dessus. Ce que Mike voulait savoir, et ce qui l'avait tenu éveillé, obsessionnel et difficile à supporter pendant 11 ans, c'était à quoi ressemblait cette fin depuis le prisme de la physique quantique. Pas le concept, mais sa réalité physique. Pas le gros titre, mais les petites lignes. Il voulait pousser un modèle cosmologique jusqu'à l'image terminale, jusqu'au tout dernier instant calculable d'un univers mourant, et examiner ce que les équations disaient de l'état de l'espace-temps quand absolument tout le reste avait disparu. Ce que faisait Mike avait déjà eu des antécédents. Des chercheurs du laboratoire national d'Argonne avaient passé des années à développer un code appelé CAM, code de cosmologie accélérée matériel hybride, et l'avait fait tourner sur le supercalculateur Frontier du laboratoire national d'Oak Ridge, afin de simuler l'évolution de l'univers sur des milliards d'années et des centaines de milliards d'années-lumière. Ces simulations étaient vertigineuses de par leur ampleur. Les plus grandes suivaient des centaines de milliards d'éléments de résolution, à travers un volume virtuel mesurant des dizaines de milliards de mégaparsecs cubes. Elles modélisaient la matière noire, la matière ordinaire, la formation des galaxies, le comportement du gaz, du plasma et des trous noirs. La lente construction de toute la structure qui remplit le cosmos. C'était, d'après les mots mêmes des physiciens qui les avaient conçus, des modèles dans lesquels ils avaient tout mis dedans, excepté l'évier de la cuisine. Ces simulations modélisaient l'univers avançant à travers son histoire. Lazarus avait été conçu pour continuer après que tout le monde se serait arrêté. Après la mort de la dernière étoile, après l'évaporation du dernier trou noir, après la désintégration du dernier proton. Jusqu'à l'état final, froid et vide, jusqu'au bout. Il atteignit l'image terminale la nuit précédant le véritable début de cette histoire. Mike arriva tôt un mercredi matin de novembre, avant même que les lumières du couloir aient fini de chauffer. Elle vacillait encore dans cette demi-lumière jaune pâle qui donnait à tout le sous-sol l'impression de s'éveiller à contre-cœur, comme un corps ayant dormi trop longtemps. Le seul son était celui de ses pas. Il portait son carnet sous un bras, gagna son poste de travail, s'assit et ouvrit l'affichage de l'état de la simulation. Il s'attendait à voir le compteur de l'image terminale indiquer « terminé ». Il s'attendait à écrire une ultime note dans son carnet, sans doute quelque chose de sec et factuel, puis d'aller trouver Maren pour lui annoncer que c'était fini, après 11 ans. Le compteur de l'image terminale indiquait bien « terminé ». En dessous, là où il n'aurait dû absolument rien y avoir, là où le système aurait dû reconnaître un état final et arrêter le fil de modélisation proprement et silencieusement, un nouveau compteur était apparu. Il affichait « en cours ». Mike resta immobile pendant un long moment. Il regarda le compteur. Il regarda l'horodatage des nouvelles images. Dehors, quelque part au-dessus de lui, le bâtiment commençait à se remplir de monde, de pas, de voix lointaines et de sons d'une journée de travail ordinaire qui débutait. Il n'entendit rien de tout cela. Il ouvrit son carnet, retira le capuchon de son stylo et se mit à écrire. Quand son équipe arriva, il avait déjà rempli 4 pages et était à la moitié de la 5e. Son stylo commençait à manquer d'encre, et il ne s'en était pas rendu compte. Maren fut la première de l'équipe à le rejoindre.
Elle était l'ingénieure en intégrité des systèmes du projet, ce qui signifiait qu'elle était responsable de l'architecture de confinement de la simulation, des couches de partitions protégées par pare-feu et du matériel isolé physiquement qui faisait de Lazarus exactement ce qu'il devait être. Un modèle fermé, un environnement isolé, une boîte aux parois très nettes. Son parcours se partageait entre ingénierie aérospatiale et cybersécurité. Une combinaison inhabituelle qui pouvait sembler être une simple curiosité sur son CV, jusqu'à ce qu'on comprenne ce que le poste exigeait réellement comme compétence. En gros, la capacité de penser comme quelqu'un qui essaye de casser quelque chose, tout en étant la personne chargée de s'assurer que cela ne puisse pas être le cas. Elle remarqua que la bouteille d'eau de Mike était intacte à côté de son clavier, et qu'il n'avait pas noté sa présence, ce qui était inhabituel pour les 2 points. Elle s'approcha de son poste, regarda l'écran et dit sans préambule : « Ça ne devrait pas encore être en train de tourner. »« Non, » dit Mike. Il ne leva pas les yeux de son carnet. « Ça ne devrait pas. » Le docteur savant Rock arriva quelques minutes après Maren, ce qui signifiait qu'il était arrivé légèrement en retard, ce qui était normal. Savant était le physicien théoricien de l'équipe. Sa spécialité relevait de ce qu'il appelait les modèles post-anthropiques, un domaine qui existait à peine comme discipline formelle et qu'il avait en grande partie construit lui-même au cours d'une carrière distinguée, prolifique et parfois controversée. Du genre à dire des choses que les autres physiciens trouvent inconfortablement difficiles à réfuter. 2 ans plus tôt, il avait été écarté d'un projet gouvernemental, après avoir publié un article dans lequel il proposait formellement ce qu'il appelait la persistance de l'observateur au-delà du temps. L'idée que, dans certaines conditions théoriques, à l'entropie maximale, quelque chose d'analogue à l'observation, à la conscience, à l'enregistrement de l'état d'un système, pouvait persister après la disparition du substrat physique qui le produisait normalement. L'article était dense, soigneusement argumenté, et avait suscité des réactions allant d'un scepticisme poli à un type d'hostilité qui, dans les milieux universitaires, est généralement réservé aux gens qui ont soit profondément tort, soit dangereusement raison à propos de quelque chose que tout le monde préfère ignorer. La conviction fondamentale qu'avait Savant, pour l'énoncer simplement, était que l'entropie n'était pas une fin, c'était un seuil. Et de l'autre côté de ce seuil, quelque chose attendait. Il franchit la porte en parlant d'un truc qu'il avait lu dans le train, manteau encore sur le dos, thermos à la main, puis s'interrompit en plein milieu d'une phrase lorsqu'il vit Mike et Maren debout devant le poste de travail, de cette manière particulière qu'ont les gens de se tenir lorsqu'ils viennent de voir quelque chose qu'ils sont encore en train d'essayer de comprendre. Il posa son thermos, s'approcha, regarda l'écran, lut le compteur de continuation, puis dit très doucement « Montrez-moi le contenu de l'image ». Et à l'autre bout de la pièce, avec son casque sur les oreilles, complètement inconscient que tout cela était en train de se produire, Elias Thorne était en train de construire le rendu visuel de la session nocturne. Elias était l'architecte de visualisation des données de l'équipe, un intitulé qui ne rendait pas vraiment justice à ce qu'il faisait réellement. Prendre la sortie numérique brute d'une simulation cosmologique, des milliards et des milliards de points de données représentant l'état d'un univers virtuel, et la traduire en quelque chose qu'un être humain pouvait regarder et comprendre. Il avait pour cela un don difficile à décrire en termes techniques, une intuition spatiale qui lui permettait de voir la structure dans l'information avant même de pouvoir expliquer pourquoi elle était là. Il travaillait depuis avant l'arrivée des autres. Son bloc-notes était ouvert à côté de son clavier, couvert des croquis rapides et bruts qu'il faisait quand il réfléchissait. Dans un coin de la page actuelle, mordant la marge et partiellement sur un dessin précédent, il était en train d'esquisser quelque chose depuis une demi-heure. C'était petit et légèrement abstrait, juste la suggestion d'une forme, d'un point de convergence, de quelque chose vers quoi d'autres choses semblaient se pencher. Il l'avait dessiné sans vraiment avoir décidé de le faire. Il ne l'avait pas encore regardé directement. Maren ouvrit le contenu de l'image. Dans un véritable état de mort thermique, la simulation n'aurait dû rien montrer. Pas l'obscurité comme une pièce est obscure. Quelque chose de plus total que cela. Une uniformité absolue.
un vide centré, où la température était indiscernable du néant, où aucune particule ne disposait d'assez d'énergie pour interagir de manière significative avec une autre, où le mot d'événement devenait physiquement inapplicable parce que rien ne se produisait, que rien ne pouvait se produire et que plus rien ne se produirait jamais. L'image continue montrait d'autres choses. Il y avait un faible champ irrégulier d'énergie de bas niveau éparpillé à travers le vide simulé. Le genre de choses qu'au premier regard on aurait pu prendre pour du bruit de fond, un artefact, une erreur propagée sur des milliers de milliards d'années simulées, jusqu'à apparaître comme une pâle traînée une fois rendue. Savant commença à dire quelque chose dans ce sens. Les mots prenaient forme. Maren hochait déjà la tête. Puis Savant regarda la distribution de l'énergie en question. Pas seulement ce qu'elle était, mais où elle se trouvait et comment elle était orientée dans l'espace virtuel du modèle. Les fluctuations n'étaient pas aléatoires, elles bougeaient. Lentement, progressivement, mais avec une cohérence absolue, elles dérivaient vers un point unique dans le vide simulé. Quelque chose dans un univers vide attirait l'univers vers un centre. Tous trois restèrent là à regarder. Puis Maren dit, d'une voix tentant d'être parfaitement stoïque, « Dis-moi que la simulation est toujours fermée. » Mike pivota sur sa chaise et la regarda. Il ne dit absolument rien. Il se contenta de la regarder. Elle soutint son regard pendant une seconde, puis marcha vers son poste d'un pas pressé, tentant de rester professionnelle. Ce qui suivit fut 22 minutes, durant lesquelles Maren exécuta la vérification de confinement la plus approfondie qu'elle eût jamais effectuée. Elle passa en revue chaque couche de l'architecture du système avec précision, sans hâte, ayant fait cela 1000 fois, mais avec la volonté que la 1001e soit parfaite. Elle contrôla chaque partition, chaque interface matérielle, chaque canal entrant et sortant du réseau. Elle chercha des signes d'intrusion, des processus non autorisés, la moindre trace d'un accès extérieur de quelque nature que ce soit. Le résultat était propre, complètement, indiscutablement propre. Pas de faille, pas d'intrusion, aucun signal externe d'aucune sorte sur aucun canal. Le système n'avait pas été consulté depuis l'extérieur. Ce n'était pas une possibilité que l'architecture autorisait. Elle se renversa dans son fauteuil, fixa le résultat un moment, puis dit à voix haute, « Ce n'est pas une brèche extérieure. » Savant répondit, sans lever les yeux du contenu de l'image qu'il étudiait depuis tout ce temps. « Je sais. » « Alors qu'est-ce qui génère la continuation de la simulation ?» demanda Maren. Savant se retourna. Il la regarda, puis regarda Mike. Puis il dit, avec la prudence digne d'un homme choisissant chaque mot, comme s'il ramassait quelque chose de fragile. « Je crois qu'elle se génère elle-même. » De l'autre côté de la pièce, casque retiré, Elias avait entendu les 30 dernières secondes de la conversation. Il observait son rendu se construire en temps réel depuis plusieurs minutes, et il était devenu très, très silencieux. Il se tourna sur sa chaise, regarda le bloc-notes à côté de son clavier, regarda le croquis dans le coin de la page, celui qu'il avait fait inconsciemment. Il prit le bloc-notes et le regarda directement pour la première fois. « Il faut que vous voyiez tous quelque chose, dit-il. » Il projeta le rendu sur le grand écran mural au sud de la pièce. L'image remplit tout le mur et changea la luminosité ambiante. L'image était presque entièrement noire. L'obscurité profonde est centrée d'un vide resté vide plus longtemps que l'âge actuel de l'univers, multiplié par un nombre trop grand pour être seulement prononcé. Mais près du centre de l'image, près des mêmes coordonnées que celles vers lesquelles les fluctuations d'énergie dérivaient dans chaque image continue, il y avait quelque chose. Ce n'était pas une forme au sens conventionnel du terme. Elle n'avait pas de contour défini. Elle ne ressemblait à rien de nommé. C'était plutôt comme une région du vide qui aurait développé une sorte de poids, une concentration, un concept d'intériorité. Les fluctuations se dirigeaient vers elle et ralentissaient comme l'eau ralentit à l'approche d'une bonde, comme l'espace se courbe près d'un objet massif. Elle attirait les choses vers elle. Elle possédait quelque chose qui fonctionnait comme la gravité,
Sauf qu'il ne restait plus de masse dans la simulation pour produire la gravité. Il ne restait plus de masse dans la simulation du tout. Il ne restait plus rien dans la simulation qui aurait dû être capable de faire quoi que ce soit. Elias leva son bloc-notes. Le croquis dans le coin était la même image. Pas à peu près, pas similaire, la même. Il l'avait dessinée avant de la voir. Personne ne parla pendant un long moment. La commandante Livia Serra observait depuis la salle de briefing vitrée où elle était en appel. Elle avait mis fin à la communication à un moment donné durant les dernières minutes et se tenait maintenant proche de la paroi vitrée, regardant son équipe rassemblée autour de l'écran. Ancienne astronaute, désormais chargée du suivi du projet, elle possédait cette présence que certaines personnes développent après des années à bosser dans des environnements qui ne pardonnent aucune erreur d'inattention. Elle ouvrit la porte de la salle de briefing, sortit, regarda l'image sur le mur et dit « Expliquez-moi ». Savant s'avança. Il parla pendant environ 10 minutes. Il expliqua la mort thermique comme il expliquait toujours, comme un homme qui voyait non pas quelque chose d'effrayant mais quelque chose d'éclairant. Comme un homme qui avait regardé la fin de tout et n'en avait pas retiré du désespoir, mais une question très précise et persistante. Il exposa la physique quantique, il parla de l'entropie comme mesure du désordre, de la manière dont chaque processus de l'univers va d'une faible entropie vers une entropie élevée et ne peut pas revenir en arrière. De la façon dont cela signifie que l'univers se dirige toujours vers un état contenant de moins en moins d'énergie disponible, de moins en moins de structure, de moins en moins de tout ce qu'on pourrait appeler de l'activité. Il parla du rayonnement de Hawking et de la mort lente des trous noirs, de la désintégration des protons, de l'ère sombre que les cosmologistes prévoyaient après la mort de la dernière étoile, quand l'univers ne serait plus peuplé que des restes refroidis d'étoiles mortes et de trous noirs s'évaporant lentement tout en les dévorant. Puis il aborda la partie qui ne lui avait jamais paru correcte. Celle qui lui avait coûté un projet et une bonne part de sa réputation professionnelle, et à laquelle il croyait plus que jamais. Il parla de l'hypothèse selon laquelle l'entropie maximale serait stable, selon laquelle un univers ne contenant plus rien resterait simplement ainsi, selon laquelle le vide au fond de la physique serait inerte. Il n'y croyait pas, il n'y avait jamais cru. Un univers en mort thermique était un univers où tout ce qui, auparavant, absorbait et distribuait l'énergie, avait disparu. Ce qui signifiait que les fluctuations résiduelles dans la structure fondamentale de l'espace-temps, cette minuscule activité irréductible existante au niveau du vide lui-même, n'avait plus rien contre quoi s'équilibrer, plus rien pour les lisser, plus rien pour les absorber. Le vide n'était pas silencieux. Au niveau le plus intrinsèque, le vide était soumis à une sorte de pression sans exutoire. Et dans cette pression, croyait-il, quelque chose pouvait émerger. Pas de la matière, pas de l'énergie au sens conventionnel du terme, mais quelque chose que l'état d'entropie totale créait. Quelque chose qui ne pouvait venir à l'existence que lorsque tout le reste avait disparu, parce que la présence de tout le reste était précisément ce qui empêchait son existence. Il dit « Ça fait des années que je répète que l'entropie n'est pas une fin, c'est un seuil. Et de l'autre côté de ce seuil, quelque chose a toujours attendu. » Serra regarda l'image sur le mur, le point de convergence dans l'obscurité. Quel genre de quelque chose? Savant répondit, quelque chose qui a été là à la fin de chaque univers, de chacun d'eux, à attendre le silence. Mike dit sans lever les yeux, ou bien, à le créer. Le silence s'abattit dans la pièce. Ce fut Elias qui le brisa en premier. Il observait l'écran principal tout au long de la conversation, regardant la structure près du centre de l'image, et il leva la main. « Attendez, regardez l'horodatage. » L'horloge interne de la simulation suivait le temps virtuel écoulé à l'intérieur du modèle. À l'image terminale, elle avait affiché le nombre correspondant à la fin de l'univers, une valeur si immense qu'elle en devenait pratiquement dépourvue de sens pour l'esprit humain. Dans les images continues, l'horloge avait continué à avancer, ce qui était déjà erroné en soi, mais au moins elle avançait dans le sens où le temps était censé aller. À présent, l'horodatage dérivait, pas vers l'avant, de travers, vers un nombre qui ne correspondait pas à un point du lointain futur cosmologique, mais à un point dans le présent, vers cette année.
vers ce mois, vers ce matin. Artefact d'affichage, dit Maren. Elle le dit vite, elle avait besoin que ce soit vrai. Une erreur de rendu dans l'affichage de l'horodatage. Je l'ai comparé à l'horloge du bâtiment, dit Elias. 3 fois, avec des méthodes différentes. La structure au centre de l'écran pulsa. Ce fut une lente intensification unique, profonde et régulière, depuis l'intérieur de l'image vers l'extérieur. Comme quelque chose devenant plus présent, comme quelque chose qui inspirait. Elias dit d'une voix qui n'était presque plus audible. Ça c'est qu'on le regarde. À 14h20, un homme apparut dans le couloir à l'extérieur du sous-sol. Il s'appelait Anselm Quaid. Il portait un badge de prestataire NASA, un costume gris foncé un peu trop parfait, plus uniforme que véritable habit, et un dossier d'accréditation que Maren consulta dès qu'il se présenta. Elle le lut 2 fois. Il était irréprochable, chaque champ correctement rempli, chaque certification à sa place. Un historique de carrière ressemblant à un document assemblé par quelqu'un qui aurait étudié ce qu'une carrière légitime dans ce domaine devait idéalement être, avant d'en fabriquer une de toutes pièces. Aucune période creuse entre les prises de poste, aucune phase d'incertitude ou de réorientation, aucune des empreintes que laissent les vraies vies professionnelles sur un dossier. Les vraies accréditations n'étaient jamais aussi propres. Les vraies carrières accumulaient les preuves d'avoir été vécues, les petites contradictions, les détours, les imprévus, les reprises. Celle-ci n'avait rien de tout cela. Il dit avoir été envoyé par le bureau de supervision. La notification de sa visite adressée à la commandante Serrat était arrivée au moment exact où il était lui-même arrivé. Pas 1 heure plus tôt, pas la veille, mais simultanément, comme si la notification avait été générée par son arrivée au lieu de la précéder. Elle nota ce fait et n'en fit pas mention devant lui. On le conduisit devant l'écran principal. Il le regarda environ 4 secondes, puis dit très doucement, presque dans sa barbe, mais pas tout à fait. « Le voilà. » Tout le monde dans la pièce l'entendit cependant. Serra dit « Vous avez déjà vu ça ?» Ce n'était pas formulé comme une question. Quaid se détourna de l'écran avec le calme sans hâte d'un homme pour qui être pris au dépourvu n'était tout simplement pas une option. J'ai vu des modèles qui s'approchaient de cet état. Aucun n'est allé aussi loin. Savant demanda. Combien de modèles? Quaid répondit. Plusieurs. La pause avant sa réponse était assez brève pour être niable et assez longue pour signifier quelque chose. Maren dit sans se détourner de son poste. Il a badgé sur cet étage 4 fois au cours des 2 dernières années. Les 4 visites ont eu lieu des jours où la majorité de l'équipe était absente, en conférence ou en congé. Elle se retourna et le regarda droit dans les yeux. Qui vous a envoyé ici? Quaid répondit, les mêmes qui m'envoient toujours. Et le vide particulier de cette réponse, sans constituer une explication, resta en suspens dans la pièce. Personne ne rentra chez soi. Le bâtiment au-dessus d'eux se tut vers 21h, les étages supérieurs se réduisant à une minuscule équipe de nuit. Le parking extérieur s'éclaircissant jusqu'à ne plus contenir qu'une poignée de voitures. Le sous-sol était officiellement hors cycle, ce qui signifiait qu'il n'y avait aucune raison pour qui que ce soit de descendre ici. Aucune raison pour qui que ce soit de savoir ce qui se passait dans cette salle, avec son mur d'écran, son bourdonnement constant provenant du matériel, et la chose qui, lentement, dans l'obscurité simulée, se réalisait de plus en plus concrètement. Les heures entre 22 et 3 heures du matin possèdent une qualité particulière, que connaît quiconque les ayant déjà passées au travail. Le monde au-dessus de vous continue, sans vous. Tout ce qui paraissait urgent pendant la journée prend un poids différent. Les sons du bâtiment paraissent différents aussi. Le système de ventilation, l'ascenseur au loin, les rares bruits de pas au-dessus. On prend alors douloureusement conscience qu'on est bien peu de choses dans l'immensité du silence. Savant passa ses heures à son poste, disséquant les images continues, une à une, étudiant la structure au centre du vide sous tous les angles possibles. Il avait une théorie qui devenait plus précise et plus dérangeante à mesure que la nuit avançait. L'entité, commençait-il à croire, n'était pas en train de croître. Elle ne s'étendait pas dans le vide alentour comme le ferait un objet physique conventionnel. Elle se concentrait,
Elle devenait plus cohérente, plus organisée, plus présente, en attirant l'énergie résiduelle autour d'elle et en la restructurant. Elle ne devenait pas plus grande, elle devenait plus elle-même. Ce qui était autre chose et, d'une manière que Savant avait du mal à formuler, quelque chose de plus inquiétant. Il croyait aussi, et c'était la partie qu'il était réticent de dire à voix haute, qu'elle accélérait. Le rythme auquel elle se concentrait augmentait depuis le début de la continuation, par incrémentation mais avec constance. Il le suivait depuis des heures, la courbe de progression était indéniable. Plus il l'observait longtemps, plus elle allait vite. Elias menait, en parallèle et discrètement, sa propre enquête sur son moniteur secondaire, comparant la sortie des images à des flux de données externes. Mesure du rayonnement ambiant provenant de l'observatoire situé dans le désert d'Atacama au Chili, relevé de l'ensemble de télescopes du Mauna Kea, à Hawaï, mesure d'une suite d'instruments que la NASA exploitait en orbite terrestre basse. Il faisait cela pour contrôler une potentielle contamination, en répétant qu'il vérifiait simplement que la simulation n'avait pas, d'une manière ou d'une autre, absorbé des données extérieures pour les intégrer à son rendu, chose que l'architecture était précisément censée rendre impossible, et qu'il vérifiait quand même parce que la nuit avait déjà présenté plusieurs choses qui n'étaient pas censées être possibles. Il trouva le problème inverse. Les relevés du rayonnement ambiant provenant des 3 sites montraient une faible fluctuation dans la gamme des fréquences les plus basses détectables. Pas énorme, pas assez importante pour avoir déclenché une alerte automatique, mais suffisamment pour que, lorsqu'on la mettait côte à côte avec les images et qu'on en comparait la structure, une correspondance apparaisse, coïncidence inexplicable. La simulation ne puisait pas dans l'univers réel, c'était l'univers réel qui produisait des relevés reflétant le rendu de la simulation. Il resta longtemps assis à cogiter. Il ferma la fenêtre de comparaison, la rouvrit, modifia les paramètres et relança l'analyse. Les modifia encore et la relança une 3e fois. La correspondance réapparaissait à chaque fois. Il posa ses 2 mains à plat sur son bureau et regarda le plafond un instant. Puis il dit de la voix la plus stable qu'il parvint à adopter. Il faut que tout le monde vienne voir ça. Ils se rassemblèrent. Savant regarda moins de 30 secondes, puis s'éloigna de l'écran et resta face au mur, les mains dans les poches, parfaitement immobile, respirant lentement. Maren passa en revue la méthodologie d'Elias sans parler, vérifiant chaque étape, reprenant la comparaison elle-même depuis le début. Quand elle eut fini, elle posa ses mains à plat sur le bureau exactement comme Elias l'avait fait, comme si elle avait besoin de se tenir à quelque chose de solide. Quaid regarda la comparaison un instant et hocha la tête. Pas avec surprise, avec la reconnaissance tranquille de quelqu'un qui coche un élément sur une checklist. Sarah les regarda chacun à tour de rôle, puis dit « Salle de briefing, tout le monde, maintenant ». Elle referma la porte, se plaça en bout de table sans s'asseoir, ce qui permettait de comprendre immédiatement que ce qu'elle allait dire n'était pas le début d'une conversation, mais la mise en place d'une décision. Elle exposa la situation avec l'aplomb de quelqu'un entraîné à communiquer sans ambiguïté dans les situations de crise, et qui n'avait jamais eu autant besoin de cet entraînement qu'en cet instant. La simulation avait dépassé ses paramètres de conception, et fonctionnait désormais de façon autonome, sans commande extérieure. Les images continues contenaient une anomalie structurelle qui réagissait à notre observation, et dont le rythme de développement semblait augmenter à mesure qu'on la surveillait. Des instruments de mesure de radiation, dans 3 observatoires indépendants, enregistraient quelque chose qui reflétait la sortie interne de la simulation. L'horodatage interne de la simulation dérivait vers le temps réel présent, à un rythme croissant et, à l'allure actuelle, s'alignerait sur notre réalité dans approximativement 3 heures. Elle avait l'autorité pour interrompre immédiatement la simulation. La question qu'elle posait à l'équipe était de savoir si elle devait l'exercer. Savant dit que s'il s'interrompait avant d'avoir compris ce qu'il voyait, il n'aurait peut-être jamais une autre occasion pareille. Quoi que ce soit, a-t-il dit, ça a toujours été là. C'était là au fond de chaque univers qui ait jamais atteint le stade de mort thermique. Ils avaient passé 11 ans à construire quelque chose qui avait enfin été assez loin pour le trouver. S'ils arrêtaient la simulation maintenant, ils passeraient peut-être le reste de leur vie à savoir qu'ils avaient détourné le regard devant la chose la plus significative qu'aucun être humain ait jamais observée.
Ma reine répondit que l'horodatage n'était pas une expérience contrôlée, c'était une échéance. Elle ignorait ce qui se produirait lorsqu'elle serait atteinte, et elle ne pensait pas qu'aucun d'entre eux le sache, et estimait que cette incertitude méritait davantage de gravité qu'on ne lui en accordait. Quaid dit depuis l'autre extrémité de la table, où il était assis les mains jointes, visage impassible. « Vous ne pouvez plus y mettre fin, à présent. » Tout le monde dans la pièce se figea. « Vous pouvez arrêter la simulation. »« Oui, » dit-il. « Vous pouvez couper l'alimentation, effacer les disques et condamner la salle. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que ça ne mettra pas fin au contact. La simulation était comme une lentille. Vous en êtes servi pour regarder quelque chose. Cette chose, à regarder en retour. Fermer la lentille ne change pas ce qui s'est produit quand la lumière l'a traversée. » Il marqua une pause. « Le contact a déjà eu lieu. » Serra le regarda longtemps, ce genre de regard qui est en réalité une évaluation. Ce fut Mike qui parla ensuite. Lorsqu'il le fit, il posa son stylo sur son carnet et parla avec la clarté d'un homme qui réfléchit à quelque chose depuis très longtemps et a enfin décidé de le formuler à voix haute. Il dit que Quaid avait reconnu l'entité en 4 secondes. Qu'il avait dit « le voilà », pas « qu'est-ce que c'est ». Qu'il était venu à cet étage 4 fois en 2 ans, toujours quand l'équipe était absente. Que ses accréditations étaient parfaites, d'une manière qu'aucune carrière réelle ne l'était jamais, parce que les vraies carrières étaient construites par des gens qui se trompaient de route, changeaient d'avis, faisaient des erreurs, laissaient des traces, alors que la sienne n'en portait aucune. Qu'il leur avait dit que le contact ne pouvait pas être interrompu. Non comme une recommandation, mais comme un fait. Puis il dit lentement qu'il réfléchissait à une hypothèse particulière depuis l'après-midi. L'entité au bout de l'entropie ne se contentait pas d'attendre, avait-il dit. Un chat de Schrödinger cosmique. Quelque chose qui aurait existé au fond de chaque univers mort aurait fini par comprendre, d'une manière ou d'une autre, que la conscience était nécessaire pour établir le contact. Que l'observation était le mécanisme par lequel elle se stabilisait, et que quelque chose existant à la fin des temps, regardant vers son commencement, aurait à la fois la portée et la résolution nécessaires pour envoyer quelque chose à notre époque. Quelque chose arrivait plus tôt. Quelque chose qui s'assurait que les bonnes personnes se trouvent dans la bonne pièce quand la porte s'ouvrirait. Il fixa Quaid sans ciller. « Vous n'êtes pas une personne envoyée ici par un quelconque bureau, dit-il. Vous êtes une fonction, quelque chose qui existe pour s'assurer que le contact ait lieu. » Le silence dans la pièce fut total. Quaid regarda Mike pendant un long moment. Quelque chose changea dans son expression. Pas de la surprise, pas de l'inconfort. Quelque chose situé entre l'aveu et la reconnaissance. Le regard de quelqu'un qui est soudain percé à jour. Il dit, le modèle allait quoi qu'il arrive atteindre ce stade. La seule variable, c'était de savoir si quelqu'un regarderait au moment où ça se produirait. Maren dit, et on vous a envoyé pour vous assurer que ce soit le cas. Il répondit très doucement, pour s'assurer que quelqu'un le fasse. Les heures suivantes passèrent comme lorsqu'on attend quelque chose sans savoir quoi. Savant resta à son poste à suivre le rythme de développement de l'entité. Il augmentait, exactement comme il l'avait craint, régulièrement et sans pause. Il cessa de le noter après minuit, parce que les chiffres ne l'aidaient plus à se sentir mieux. Maren lança toutes les vérifications auxquelles elle put penser. Puis elle lança des vérifications qu'elle inventa sur le tas. Elle ne trouva rien qu'elle n'eût pas déjà trouvé. Elias dessina. Il remplit son bloc-notes, puis en commença un second qu'il trouva dans le tiroir de son bureau. Il n'essayait pas de dessiner l'entité, des croquis rapides, bruts, des notations abstraites. Il ne regardait pas les pages au fur et à mesure qu'il les remplissait. À un moment, après 2 heures du matin, il baissa les yeux et se rendit compte que chaque page des 2 bloc-notes était couverte de la même image. Le point de lumière dans l'obscurité, dessiné sous des angles légèrement différents, à des échelles légèrement différentes, avec des niveaux de détail singuliers, mais indiscutablement le même motif. Il avait rempli 34 pages sans y réfléchir. Mike écrivait dans son carnet. Il écrivait régulièrement, page après page, avec son écriture serrée et étriquée. Il ne levait pas les yeux. Quaid était assis dans un coin de la pièce, très immobile, et ne parlait pas.
Plusieurs fois, les autres jetèrent un coup d'œil vers lui avant de détourner le regard. Non pas parce qu'il y avait visiblement quelque chose qui n'allait pas chez lui, mais justement parce qu'il n'y avait visiblement rien qui clochait sur le papier. Parce qu'il restait assis là pendant des heures sans changer de position, sans consulter un téléphone, sans se lever pour s'étirer, avec l'immobilité absolue de quelque chose qui n'éprouvait pas le passage du temps comme tout le monde. À 4h47 du matin, l'horodatage de la simulation s'aligna enfin avec le temps réel. L'écran principal ne fit ni pic, ni flash, ni alerte. Il ne fit rien de dramatique. La lumière qui le remplit vint lentement depuis le centre de l'image vers l'extérieur, une intensification profonde et régulière qui traversa le cadre comme la lumière traverse l'eau. Non de la surface vers l'intérieur, mais depuis une source située en dessous. Ce fut la chose la plus belle que la plupart d'entre eux aient jamais vue, et c'était la chose qu'ils redoutaient depuis un moment où la continuation avait commencé. L'entité avait cessé de devenir. Elle était. Quel que fût le processus de concentration et d'organisation qui s'était déroulé à travers des milliers d'images continues, à travers le vestige simulé d'un univers mort, il était achevé. Le point d'énergie organisé au centre du vide brûlait avec une cohérence qui n'aurait pas dû être physiquement possible dans un espace qui, en toute logique, ne contenait absolument rien. Il brûlait à l'instant précis où l'horloge interne de la simulation et celle accrochée au mur indiquaient le même nombre. La fin de tout, et maintenant à la fois. Pendant un instant, les deux étaient le même point dans le temps. Sur le moniteur secondaire d'Elias, les détecteurs de rayonnement de fond de l'observatoire au Chili, du réseau de Mauna Kea et de la suite d'instruments en orbite eurent un pic simultané. Pas un petit pic. Un pic suffisamment important pour que les systèmes automatiques des 3 sites les signalaient. Tous les écrans de la pièce devinrent blancs. Pas noirs, blancs. Un blanc complet et uniforme, différent d'une panne de courant ou d'une erreur d'affichage d'une manière difficile à formuler. C'était le blanc d'une saturation totale, le blanc d'un capteur recevant plus d'informations qu'il n'avait été conçu pour en supporter. Le blanc dura approximativement 4 secondes. Puis les écrans revinrent. La simulation tournait toujours. L'entité était toujours là, au centre du vide. La commandante Serrat interrompit la simulation à 5h02 du matin. Elle se rendit au terminal de Mike, entra elle-même la commande et regarda l'écran s'éteindre. Le compteur s'arrêta. L'affichage montra l'image terminale, la bonne image terminale. La dernière image légitime que la simulation avait été conçue pour produire. Puis elle aussi s'éteignit. La pièce retomba dans un silence différent de celui qui l'avait précédé, plus dense d'une certaine manière, plus définitif. Au bout d'un long moment, Elias baissa les yeux vers les 2 blocs-notes sur son bureau. Il en tourna lentement les pages, de la fin vers le début. 34 pages. La même image sur chacune d'elles. Sur les premières pages, l'image était faible, à peine présente, juste la suggestion d'une convergence. Sur les pages suivantes, elle devenait plus nette, plus assurée, plus présente. Sur les dernières pages, celles réalisées dans l'heure précédant l'alignement de l'horodatage, le point de lumière était pleinement formé, pleinement lui-même. Et sur les 3 toutes dernières pages, si récentes que les traits de crayon étaient encore clairs et propres, le point de lumière regardait en retour. Pas métaphoriquement, pas comme une interprétation artistique, comme un fait du dessin. Il était tourné vers celui qui le dessinait. Elias referma les 2 blocs-notes et les posa face contre le bureau. Maren rouvrit les flux du rayonnement de fond des 3 observatoires. Le pic avait disparu. Les relevés étaient revenus à leur niveau de base normaux. Elle remonta les 12 dernières heures de données et les parcourut soigneusement, cherchant la moindre trace de ce que les instruments avaient enregistré. Il n'y avait rien, pas même la forme du rien, pas même le contour d'une absence à l'endroit où quelque chose avait été. Tout ce qui avait été enregistré avait disparu aussi complètement que si les instruments ne l'avaient jamais vu. Elle referma les flux et ne les rouvrit plus. Mike ouvrit son carnet à la dernière entrée, celle qu'il avait écrite à 4h46 du matin, 1 minute avant l'alignement de l'horodatage. Dans son écriture serrée et appliquée, sur la dernière ligne de la page,
Il y avait écrit « Ça a toujours été ici. Nous n'avions simplement pas encore atteint la fin. » Il le lut une fois, puis il prit son stylo, tourna la page sur une feuille vierge et écrivit « Maintenant, oui. » Il remit le capuchon du stylo, referma le carnet, le tint un instant entre ses deux mains, sentant sous ses paumes la couverture souple et usée, puis le glissa sous son bras. Et Quaid avait disparu. Pas disparu comme une personne quitte une pièce, avec le bruit d'une chaise qu'on repousse, des pas, d'une porte. Disparu comme un mot disparaît quand on a fini de le prononcer. Le journal d'accès indiquait que son badge avait été enregistré à la sortie à 4h47 du matin. Exactement 4h47. Personne dans la pièce ne l'avait vu bouger. Personne n'avait entendu la porte. Ce n'était pas une grande salle, et il n'y avait nulle part où aller. Maren rouvrit son dossier d'accréditation une dernière fois sur le moniteur secondaire, dans la lumière grise des premières heures du matin. Elle afficha chaque champ, et parcourut depuis le début. C'était vide, pas supprimé. La suppression laisse des traces, des horodatage, des chemins de récupération, les preuves numériques qu'une chose a existé puis a été effacée. Là, ce n'était pas supprimé. C'était vide comme un fichier, et vide quand rien n'y a jamais été écrit. Tous les champs vierges, toutes les certifications absentes. Elle le fixa, le referma, puis s'adossa à sa chaise. Dehors, quelque part au-dessus et au-delà du bâtiment, le soleil se levait sur le Maryland, un matin de novembre ordinaire, apportant une lumière pâle et mince à travers les arbres dénudés, donnant à la baie de Chesapeake un gris plate et métallique, remplissant le ciel d'un bleu ni tout à fait sombre, ni tout à fait lumineux. Sur le parking, les quelques voitures restées là toute la nuit se couvraient d'une fine pellicule de rosée. L'équipe de nuit des étages supérieurs commençait à passer le relais à l'équipe de jour. Le bâtiment recommençait à chauffer. Mike descendit le couloir en direction de l'ascenseur, son carnet sous le bras. Il pensait à l'entité au centre du vide. Il pensait à Quaid, au dossier vide, aux 4 visites à cet étage les jours où personne ne regardait, et à la manière dont il avait dit « Le voilà ». Il pensait à ce que cela signifiait qu'il existe quelque chose à la fin de tout, à la question de savoir si cela avait toujours été là, patiente et immuable, ou si c'était l'agonie de l'univers qu'il avait créé. Si la mort thermique était quelque chose qui arrivait à un univers, ou quelque chose en vue de quoi un univers existait. Il appuya sur le bouton de l'ascenseur, attendit. Il pensa à la dernière ligne qu'il avait écrite dans son carnet. Maintenant, oui. Il pensa au fait que l'entité avait accéléré chaque fois qu'il l'avait observée, qu'elle allait plus vite plus longtemps il la regardait. Que l'observation était, d'après tout ce que savants avaient dit et tout ce que les images avaient montré, le mécanisme par lequel elle se stabilisait. L'ascenseur arriva. Il entra. Il pensa à ce que cela signifiait qu'il y pense encore, qu'ils y pensent tous encore, qu'on puisse interrompre une simulation, effacer un affichage, fermer un dossier, s'éloigner dans un couloir vers un matin ordinaire, et que la chose soit toujours au seul endroit qui comptait vraiment, dans la conscience des gens qui l'avaient regardé. Les portes de l'ascenseur se refermèrent. Le bâtiment bourdonnait autour de lui, plein de gens commençant une journée normale. Il ouvrit son carnet et se remit à écrire. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie. Biou.